le lieu comme personnage, des lieux retirés, éloignés, qui emportent et fixent les comportements. Comme vous le constatez, la rencontre va être traduite en langue des signes par Sabine. C'est tellement magnifique que je pense qu'elle va nous voler la vedette. Rencontre avec 3 primo-romanciers, Virginie Barreto, Jérémy Brugidou et Caroline Hinault. Bienvenue à tous les 3 pour cette table ronde. Je vous présente rapidement. Virginie Barreto, vous êtes comédienne, dramaturge, autrice d'une quinzaine de pièces de théâtre, je crois. Votre roman s'appelle « Ceux des marais ». C'est publié chez Inculte. Vous nous emmenez dans les marais de Vendée, sur ces barques plates qui parcourent le territoire, aux côtés du médecin, de ces 10-15 familles qui peuplent ce vaste espace, un territoire gorgé de flotte, gorgé de vases, et on va voir tout ce que ça implique. C'est à peu près ça. Hein. Jérémy Brugidou, ici la Béringie, aux éditions de l'Ogre. Premier roman pour le cinéaste que vous êtes, artiste, chercheur pluridisciplinaire, réalisateur de plusieurs films, notamment avec un autre auteur des éditions de l'Ogre qui se nomme Fabien Clouette. On lui rend hommage. Un catalogue, ça a du sens, un catalogue d'éditeurs. Vous nous faites traverser 3 époques avec 3 personnages, toutes et tous, époques et personnages, reliés par un lieu, reliés par un sol, la Béringie. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai nous expliquer ce qu'est la Béringie, mais c'est une fiction qui est nourrie d'anthropologie, d'entomologie, d'archéologie, de biomythologie, de géophytographie, je vais doucement pour Sabine, et avec un tout petit peu de bioluminescence. Il faut savoir que la bioluminescence est une des marottes de Jérémy, enfin en tout cas un sujet d'étude très sérieux, plus que marotte, mais il y a de l'obsessionnel. Caroline Hinault Solac, publié au Rouergue, premier roman dit noir. Vous êtes par ailleurs professeur de lettres, à Rennes, hein, pas si loin. Solac, c'est un huis clos à ciel ouvert, dans un lieu reculé où seul finit par compter la survie de 4 hommes enfermés sur ce vaste et dangereux espace. On est au nord du cercle arctique et on va arriver dans l'hiver et dans la nuit sans fin, et les pires travers de nos caractères vont surgir. Alors le lieu comme personnage, Caroline, je vais commencer par vous. Solac, c'est un lieu imaginaire, je l'ai dit, au nord du cercle polaire. C'est une presqu'île. Pourquoi en avoir fait une presqu'île? Pourquoi ce lieu? Et pourquoi ce nom? 3 questions en une. Ça marche là? Oula, mon Dieu. Bonjour. Oui, alors beaucoup de questions. Je vais essayer de faire court. Pourquoi de la presqu'île? Parce que, d'abord, j'avais une référence littéraire en tête d'un livre de Gracq qui s'appelle La presqu'île, qui est important pour moi, mais ça, c'est vraiment un petit détail. Et surtout pour l'histoire, ce qui était important, c'est que, donc, comme je voulais un huis clos, je voulais que ces êtres humains, c'est un livre un peu expérimental. L'idée, c'était de placer 4 personnages dans un lieu coupé du monde des terriens, comme ils les appellent, et de voir un peu ce qui se passe quand vous plongez 4 hommes dans une obscurité pendant des mois, puisqu'il y a cette longue nuit arctique qui va tomber, et de voir comment chacun va vivre ce face-à-face avec l'autre et puis avec soi, parce que je pense qu'il y a l'enfer, c'est les autres, mais il y a aussi l'introspection à laquelle ils vont être nécessairement livrés. Donc je voulais un territoire comme ça qui soit très abrupt, qui nécessairement implique d'être débarrassé de tout ce qui habituellement dans la civilisation
nous tient et comment dire, nous maintient humains. Et je voulais un lieu sans écran, sans médias, sans possibilité d'avoir recours à tout ce qui habituellement fait société. Donc cette presqu'île arctique m'a paru un lieu idéal. Et je voulais qu'il y ait malgré tout ce fin cordon ombilical, j'allais dire, qui relie cette presqu'île au monde des êtres humains, parce que ça avait une symbolique aussi dans le texte, voilà, dont je ne peux pas forcément parler, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans le fait qu'il ne soit pas complètement coupé du monde humain, puisque c'est un livre qui questionne cette humanité. Et peut-être la dernière question, c'était sur le titre. Alors là, bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais c'est un titre, enfin c'est un lieu imaginaire. Donc ce titre, je l'ai inventé. Je ne sais pas d'où il est venu. Je pense qu'il y a un inconscient très très fort. Enfin, il y a eu plusieurs strates de choses qui ont été digérées pour que ce titre apparaisse. Je voulais, c'est certain, un titre court. Je voulais qu'il y ait uniquement le nom du lieu, qui est le 5e personnage du livre. Donc comme un personnage éponyme, quoi, qui donne son titre au livre. Et puis, je voulais un titre avec une sonorité, une consonance très poétique qui claque, qui montre que ça va être une écriture, enfin, à l'image de l'écriture, je l'espère, assez tranchante et acérée. Ce qui est drôle, c'est que vous les plongez dans 6 mois de nuit, et le titre, il est très solaire. Alors, il est solaire ou pas, moi j'entendais dans cette première syllabe sol. Voilà, j'entendais alors à la fois une note de musique, à la fois la première syllabe de solitude et à la fois la première syllabe du soleil ou de l'absence, de la négation du soleil. Donc il y avait toutes ces références, voilà. Et puis après, j'ai découvert tout un tas de choses incroyables sur l'histoire de ce titre, parce qu'il y a eu énormément de significations que des gens m'ont proposé comme interprétation. J'ai découvert que c'était le nom en turc des janissaires, c'est-à-dire des militaires qui protègent le sultan, et trois sont des militaires. Donc dans quelle mesure je le savais, et c'est revenu. Et il y a tout un tas de sonorités très proches du mot Solak, Sulak, qui est aussi un titre de livre de Janada. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été digéré, et ça, voilà, et ça rejaillit sous cette forme. Voilà. À l'inconscient des écrivains. Jérémy Prugidou, vous nous situez cette Béringie qui, là, pour le coup, n'est peut-être pas visible, mais n'est pas imaginaire. Non, oui. Alors la Béringie, c'est le nom qui a été donné à la bande de terre qui reliait les États-Unis, donc l'Alaska et la Sibérie, qui est aujourd'hui le détroit de Bering. Et le nom a été donné par un scientifique qui a découvert cette bande de terre en remarquant que les plantes des deux côtés du détroit étaient les mêmes, et qu'il y avait eu un effet de radiation florale par cercle concentrique, donc par effet d'agrandissement et de rétrécissement. Et il s'est dit, en fait, là, il devait y avoir de la terre, il devait y avoir un sol. Et donc là, on a découvert ce sol de la Béringie, et c'est par ce sol que sont passés les humains depuis le continent eurasien jusque dans le continent américain. Pour le coup, c'est vraiment le lieu, c'est vraiment la Béringie qui est à l'origine du roman. Je crois que vous écoutiez Jean-Claude Amezen à la radio et que ça... Oui. Ben, du coup, c'est vrai que le lieu, ça a tout déclenché, et c'était en découvrant que non, ce lieu n'était pas seulement un passage, parce que moi, je connaissais l'idée du passage de Bering. C'est une notion que j'avais beaucoup entendue et qui m'était familière. Mais en fait, ce que j'ai découvert ensuite, à travers en effet une émission de Jean-Claude Amezen, c'était que des scientifiques avaient montré que ce lieu n'avait pas été simplement un passage, mais qu'il avait été peuplé par des sociétés humaines pendant au moins 10 000 ans, avant qu'il y ait véritablement un passage complet vers l'autre continent. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même amusant que nous, notre société, qu'on imagine comme la panacée de toute forme d'humanité, qui a peut-être 5000 ans tout au plus, on imagine qu'il puisse y avoir la fin de nous serait la fin du monde, alors que cette société-là, ou cette civilisation, cette culture, cette communauté qui a vécu plus de 10 000 ans, finalement est pour nous qu'un passage. Et donc je voulais questionner cette question en fait, à partir du lieu, des questions temporelles, de qu'est-ce que la fin, qu'est-ce qu'un passage, qu'est-ce qu'un renouveau. Donc voilà, c'était un peu ce démarrage-là. On va y revenir tout à l'heure, merci Jérémy. Virginie Barreto, les marais, j'ai dit les marais vendéens, parce on suppute parce que vous êtes du coin. C'est un lieu très particulier. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est le lieu lui-même, enfin cette particularité des marais, de la population qui y vit, qui a déclenché l'idée du roman, ou il y a quelque chose d'autre qui est venu avant? Est-ce que c'est le lieu qui est à l'origine?
Alors, par rapport au Marais, effectivement, moi je viens de Vendée, donc. Effectivement, donc je viens d'un endroit, j'ai vraiment grandi dans un endroit comme ça, d'une étendue plate, spongieuse, constamment. Mais alors après, que j'ai fui d'ailleurs, que j'ai fui très jeune. Mais donc effectivement, je pense que c'est pas anodin, je pense que c'était une manière un peu d'y revenir aussi. Après, j'ai l'impression que ça pourrait se passer ailleurs, en fait. Enfin, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est la grande étendue plate. Au départ du roman, c'était ça. C'était pour moi une espèce d'espace comme ça, plat, qui prend l'eau de temps en temps, donc qui fait aussi miroir. Et puis ces silhouettes aussi, qui donnent à voir des présences dans l'espace. Voilà. Oui, parce que ceux qui hantent, j'ai envie de dire hanter, parce que vous avez dit le mot silhouette, fantôme, Oui. silhouette. Il y a beaucoup de brouillard aussi, beaucoup de pluie, beaucoup de brouillard, beaucoup de tempêtes qui fait qu'on ne voit pas bien les gens. Ces silhouettes qui hantent le livre et qui font l'âme du livre, elles sont très importantes aussi. Oui, je pense plus. Alors, et le paysage est très important. D'ailleurs, alors c'est marrant parce que moi, quand j'écrivais, j'avais un problème avec le mot paysage. Je me disais, en fait, pour moi, le paysage, et d'ailleurs c'est ça la définition, enfin, en tous les cas en Occident, comment dire, c'est visuel. C'est ce qu'on voit, c'est un point de vue en fait. Donc il y a quelque chose d'esthétique, de visuel, donc on n'est pas impliqué dedans. Et pour moi, dans ce paysage-là, ce qui m'intéressait, c'est les gens à l'intérieur d'eux. Et c'est pas évident en fait de trouver les bons mots, les bons termes pour ça. Pour mettre les gens ou pour le paysage? Oui, j'avais l'impression quand j'utilisais par exemple le terme paysage que ça correspondait pas. Donc je me disais comment bon, alors après il y a les descriptions, etc. Mais voilà, pardon, je m'éloigne un peu. Mais justement, en parlant de description, ce qui est un peu à l'origine aussi du roman, c'est ça, c'est la description aussi. Donc oui, c'est l'espace. Caroline, je ne vous ai pas demandé ce qui était venu en premier. Alors, je crois parce que ça me semble... Ah oui, il faut qu'on partage le micro. Ça me semble... Vous avez plutôt trouvé votre paysage pour qu'il serve votre lieu, pour qu'il serve votre intrigue, ou tout a été très vite intimement lié? Non, j'avais d'abord l'idée de l'intrigue, on va dire. Moi, je voulais écrire une tragédie. Donc, j'étais très nourrie de tragédies classiques, notamment. Mais je ne voulais pas l'écrire sous forme théâtrale, je voulais l'écrire sous forme romanesque. Alors, je ne savais pas que ça donnait un roman noir, qu'on me l'a appris, qu'en fait, c'était un roman très noir et même très violent. Donc, ce que j'ai découvert, donc vraiment l'écriture vous déborde parce que c'est à la réception, hein, même à l'éditrice qui m'a dit mais c'est quand même très très noir, donc on va le sortir en noir. Et là, c'était vraiment c'était une surprise. Donc, moi, j'étais dans cette histoire de tragédie. Qui je pense est une forme qui est passionnante, alors théâtralement, mais aussi finalement transposée dans le roman pour penser notre humanité et les passions humaines et les pulsions humaines. Et donc j'étais absolument happée par cette idée de tragédie. Et au même moment, j'ai rencontré un photographe qui était allé en Antarctique, lui. Alors moi, j'ai placé ça en Arctique, mais bon, vraiment, c'est le même froid. Et lui, parce que moi, j'y suis pas du tout allée, hein, c'est vraiment purement un travail de l'imaginaire. Et ce photographe, au cours d'un projet avec des élèves, parle de... alors c'est François Lepage qui a fait une bande dessinée avec son frère Emmanuel Lepage, que vous connaissez peut-être, hein, c'est des frères, un photographe et un illustrateur. Travail magnifique. Et dans ce roman graphique, ils ont été invités par l'Institut polaire arctique pour aller... voir ce qui se passe, les missions de scientifiques en Antarctique. Donc c'est des vénards. Et ils en ont fait un travail formidable. Et quand ils parlent de ce lieu, ça m'a fait un effet incroyable. J'ai trouvé que c'était un lieu d'une intensité narrative incroyable. C'est-à-dire que je me suis dit, ça fonctionne comme une centrifugeuse. Comme on est débarrassé de tous les oripeaux, de ce que je disais là, de la civilisation, on est très très vite à l'os, quoi. On est très très vite face au peu de choses que nous sommes, mais aussi à l'ampleur de ce que nous sommes. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Et je me rappelle encore de la façon dont il en a parlé, d'ailleurs qui a captivé les élèves, ce qui était quand même un très bon signe. Et où vraiment, par exemple, ce petit détail sur la banquise, il y a un silence d'une telle qualité qu'on entend les battements de son cœur. Ce qui est quasiment impossible sur un territoire comme la France, par exemple. Il faudrait trouver un lieu suffisamment isolé, sans aucun bruit, vraiment, pour accéder au bruit intérieur de son corps. Alors rien que ça, je trouvais une telle qualité de silence
qui se fait là d'ailleurs par miracle. Vous avez vu, c'est magnifique cette mise en abîme. Et donc, il y avait une telle qualité de silence, je me dis, mais bien sûr, il faut absolument placer cette intrigue que j'avais en tête sur ce lieu. Et donc voilà, je voyais que ça allait être un accélérateur vraiment de particules narratives, sincèrement. Et puis il y avait autre chose, il y avait l'idée que ça plaçait doublement le livre sous l'esthétique de la survie, ça m'intéressait beaucoup. Le fait que mettre un orteil dehors est se mettre quasiment en danger de mort à cause du froid, à cause des animaux prédateurs, à cause... Enfin voilà, la survie est là, permanente. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça tend tout de suite les relations humaines. Pour qui a voyagé ne serait-ce que dans des conditions un tout petit peu sommaires, et c'est très peu par rapport à ces conditions-là, on voit que très vite le vrai visage apparaît, donc ça m'intéressait. Et puis la deuxième chose, c'est que dans ce lieu, il y a aussi cette grande nuit. Et ça, la nuit, je trouve que c'est... je ne l'ai pas connue, cette nuit qui tombe pour des semaines, voire des mois. Je trouvais que la symbolique était magnifique déjà. Moi, j'y voyais une descente aux enfers, quelque chose de très mythologique. Enfin, après, le livre était très nourri de mythologie. J'y voyais quelque chose de vraiment Orphée aux enfers. Et alors, d'abord, il y a cette descente. Et puis, est-ce qu'on en remonte? Et puis, comment on en remonte, quoi? Est-ce qu'on en remonte métamorphosé, transformé? Voilà, c'est ça qui m'intéressait. J'ai un peu débordé. C'est magnifique. Non, mais c'est parfait. Un lieu qui donne une intensité narrative. Jérémy, votre Béringie, c'est un peu l'Atlantide. Enfin, Ouais. Ça aussi, ça déclenche une intensité narrative. Ben en fait, oui, je retrouve beaucoup de choses en commun là, entre cette idée de lieu d'expérimentation où on place des personnages et on voit ce qui leur arrive sans vraiment savoir en avance ce qui va leur arriver, et cette idée de comment nommer le paysage, comment nommer le monde autrement que tel qu'on le nomme aujourd'hui. Et donc la Béringie, c'était pour moi l'occasion d'expérimenter avec des personnages, avec des énigmes, on va dire, narratives fortes, intérieures pour chaque personnage, comment parvenir encore à nommer le monde aujourd'hui. Et la Béringie, qui est un territoire disparu, qui est une terre qui a été submergée, je me suis demandé d'abord, mais qu'est-ce que ça pouvait être que de vivre cette disparition? Qu'est-ce que ça pouvait être que de vivre ce dérobement du sol? Et en fait, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire, on peut très bien caractériser la crise écologique comme le sol qui se dérobe sous nos pieds, ce qu'on pensait être comme l'environnement immuable de notre existence d'acteurs principaux du monde, nous humains, en fait, change. Et en fait, ce qui était environnement devient agissant. Et pour moi, la Béringie, c'était ce type de lieu. C'était un lieu qui, tout à coup, donne une intensité de narrative, comme une intensité dramatique, puisqu'elle pousse en fait des subjectivités, donc des humains, des personnages en l'occurrence, à se poser les bonnes questions et à se transformer eux-mêmes pour arriver au bout de leur énigme personnelle, de l'énigme du lieu et de l'enjeu collectif qui s'y joue. Et au départ, je ne savais vraiment pas ce qui allait leur arriver. Et donc c'est un peu une expérience avec ce paysage-là, à la fois imaginaire et en même temps avec tout un ensemble de recherches scientifiques sur qu'est-ce que cette Terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a été. Donc c'est un aller-retour entre mon imaginaire et des travaux scientifiques assez précis. Caroline, c'est quoi la fondation, l'association qui a invité les frères Le C'est l'Institut polaire arctique, c'est ça? Ouais, alors Jérémy, vous rêveriez d'être invité par l'Institut polaire arctique? Non, parce que c'est le moment de lancer un appel. Bien sûr, moi je suis toujours rêveur de toutes sortes d'expériences. Et j'ai l'impression que ce type d'intensité au niveau sensoriel, du sensible, comment on peut aller atteindre à certaines limites du sensible, que ce soit au niveau du silence, au niveau de l'obscurité, au niveau des choses aussi radicales que de se dire en fait la Terre, qui est le socle de mon expérience, va être recouverte par l'eau, et du coup ce socle d'expérience va complètement se transformer, va être complètement différent. En fait, ce type d'expérience qui est à la fois sensible et cognitive et épistémologique, c'est-à-dire qui transforme notre manière d'appréhender le monde, ce type d'expérience-là, qu'elle soit imaginaire ou concrète, aussi en tant que chercheur, on va dire, et en partie en anthropologie, je trouve ça toujours intéressant d'aller se confronter à des terrains qui nous transforment. Merci. Virginie et Caroline et Jérémy ont employé le mot de silence. Alors, je ne sais pas si ces marais sont si silencieux que ça, parce qu'on entend le clapotis, on entend la pluie,
mais finalement les gens qui l'habitent sont assez taiseux. Enfin, donc il y a quand même une espèce de chape de silence sur ce paysage. Ça marche, le silence avec ce paysage. Et justement, est-ce que il y a un côté très photographique dans votre écriture, et comme si le côté photographique, alors outre le fait que c'est le dada du médecin, on y reviendra, mais le côté photographique permet finalement de compenser le silence. Je ne sais pas si je l'exprime très bien, c'est un peu obscur. Si, effectivement, c'est oui, ils ont un côté taiseux, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'expriment pas beaucoup et qui n'aiment pas qu'on les regarde. C'est ça par rapport à la photographie, qui ne prennent pas soin d'eux dans cet endroit-là et qui n'aiment pas qu'on porte le regard sur eux. Et effectivement, le médecin, lui, va prendre soin d'eux et va porter le regard sur eux. Donc ça ne va pas forcément passer par l'expression orale, parce qu'il y en a peu en réalité. Il y a de l'oralité dans le texte, mais ça ne parle pas beaucoup. Bon. Mais donc ça va s'exprimer par ailleurs. Il va les mettre en scène, en fait. Il va les mettre en scène comme pour essayer intuitivement de comprendre ce qui se passe dans cette famille, ou pour l'exprimer, voilà. Comme des petites mises en scène. La description du paysage, il a fallu retourner voir des photos de Marais, ou finalement l'imagination, la mémoire qui est quand même la plus grande fiction, qui est une grande fiction où on sait que toute mémoire est un peu réécrite finalement. Est-ce que ça a suffi, ou vous avez eu besoin de vous appuyer sur... Non, j'ai fait vraiment avec la mémoire de ce que, effectivement, avec les sensations, les souvenirs que j'en avais, oui. Il y a beaucoup d'odeurs aussi. Oui, je pense que petite, je pense que j'ai été très sensible à ça, et justement à ce que ça provoquait sur les personnes qui y habitaient. Et c'est marrant, j'avais une rencontre ce matin. On disait en fait, il y a beaucoup dans le texte, il y a beaucoup de personnes un peu neurasthéniques. Et effectivement, moi, je pense que j'ai sans doute aussi écrit ce texte-là pour ça, parce que c'est quelque chose qui m'a fait fuir, je pense. Et je ressentais énormément ça, quelque chose j'ai vu toutes ces femmes en tête de ma famille, mais même de l'entourage, qui passaient leur temps assises dans des chaises à attendre. Vous parlez de sclérose des jours. Oui, il y a quelque chose d'une immobilité et qui, moi, m'a fait fuir, je pense. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai une espèce de mélange de détestation et en même temps de quelque chose que je trouve beau, parce qu'il y a aussi une acceptation des choses telles qu'elles sont, notamment voilà, de cet environnement, de ce paysage, des vies telles qu'elles sont ici. Et moi, j'ai pas cette sagesse, en fait. Donc... C'est un livre où, par votre écriture, vous arrivez à donner cette impression que tout est un peu filmé au ralenti, en fait. Parce qu'il y a de la lenteur, sans doute. Il y a beaucoup de descriptions, effectivement, de paysages. Oui, je m'attardais. Alors c'est marrant parce que ça a été au départ quand j'écris des pièces de théâtre, moi, normalement, et c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup dans l'oralité. Et là, quand j'ai commencé à écrire ce texte, c'était de la description, et je me suis beaucoup amusée en fait. J'ai pris énormément de plaisir justement à détailler, à voyager moi-même en fait dans ce monde-là, dans ces paysages-là, dans les sensations que ça pouvait procurer aussi, les sons, les odeurs, en effet, les lumières. Et oui, du coup, je pense que le détail, en fait, donne du ralenti, sans doute. Jérémy, vous vous êtes amusé aussi avec la description, parce que il y a... Alors, j'ai dit 3 personnages, donc il y a 3 personnages principaux, 3 époques. Il y a Jeanne, qui est sauveuse de sites archéologiques, on peut l'appeler comme ça, hein, de situations d'urgence, dans un futur proche, puisqu'on parle d'organiser les Jeux Olympiques au pôle Nord en 2054, donc on est en 2022, je sais pas, dans les 2040, je sais pas, enfin un truc demain, quoi, avec 20 ans de plus. Il y a Hushkins, qui est un chercheur en 1946, qui se grouille un peu avant que la guerre froide l'empêche de continuer ses recherches, en gros c'est ça, et qui travaille
sur effectivement ces plantes qu'on a retrouvées des deux côtés et qui cherche. Il est, alors je ne sais pas s'il est biologiste, anthropologue, enfin il touche un peu à tout. Botaniste, géologue, ouais. Voilà, et on retrouve ses carnets, donc voilà le deuxième personnage. Et puis il y a un troisième personnage où là c'est pas daté, mais c'est quelqu'un qui a vécu en Béringie avant que ce soit inondé. Donc il y a 3000 ans, 10 000 ans. Ouais, à peu près 15 000. 15 000, voilà. La dernière déglaciation. Ouais. Et qui voit, alors il y a beaucoup de chamanisme, c'est du collectif, c'est des rêves, et en même temps qui voit son territoire commencer à être inondé et qui va voir la fin de son monde. Et à chaque fois, il y a cette observation du paysage, de ce qui les entoure, alors qui n'est pas le même aux trois époques, évidemment, puisque en 2040, c'est transformé en parc. Vous savez, les parcs d'attractions. Allez voir vos zoos de baleines et de dinosaures, enfin, un truc bien capitaliste, pas très scientifique. Et donc, il y a quand même énormément d'observations de la flore et ah bah tiens, j'ai inventé un mot. Faune et de la flore. La faune et la flore. La flore. La faune et de la flore. Et ça, ça vous vient d'où? Enfin, puis vous êtes allé chercher dans des... J'ai dit qu'il y avait de l'entomologie. Ouais. Enfin, Alors, ça a bossé. Oui, il y a beaucoup de questions. Au départ, c'était la question de... oui, la description et comment je me suis approprié cette... Alors, en fait, ce qui m'a intéressé, moi, c'était non seulement que, en effet, le paysage avait changé entre moins 15 000 et 2050, mais surtout qu'on ne peut pas décrire ce paysage de la même manière, on ne peut pas décrire ce monde de la même manière. Et donc, j'avais vraiment envie de faire une expérimentation de perspective, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'une perspective sur le monde d'il y a moins 15 000 ans, du milieu du XXe siècle et du milieu du XXIe siècle, et comment est-ce qu'en fait on peut décrire ce monde autrement avec une subjectivité qui ne se pense radicalement différemment. Et donc par exemple, au départ, le vrai désir narratif de puissance fictionnelle qui m'a poussé, c'était vraiment... Cette subjectivité que je peux difficilement m'imaginer, mais que j'essaye d'imaginer, qui a vécu il y a moins 15 000 ans et qui tente d'avoir une position d'énonciation, mais qui, selon moi, ne pouvait pas être individualisée, qui ne pouvait pas se penser comme un sujet en différenciation avec des objets, avec d'autres sujets, mais qui devait se penser de manière collective soi-même. Et donc il y avait le problème de l'individu, de l'individuation et de comment on se pense en tant qu'une seule personne. Et en fait, elle se pense en relation constante, en perméabilité constante avec le monde, ce qui transforme complètement la manière de décrire le paysage. Et ce même paysage est décrit très différemment par le scientifique, qui va avoir une approche, oui, il y a des mots peut-être scientifiques, mais en fait, c'est assez simple. C'est simplement s'intéresser aux insectes, s'intéresser aux plantes, s'intéresser aux couches géologiques, s'intéresser à toutes sortes d'indicateurs qui nous disent ce qu'était la Terre avant, les pollens, les graines, les champignons, les racines, tout ça. Et donc, il a un rapport au monde assez technique, scientifique, et ce rapport au monde-là, en fait, il devait être décrit de cette manière-là. Et l'autre, Jeanne, qui est au milieu du 21e, hérite de ce rapport au monde-là, mais elle est en pleine transformation, en pleine mutation, et en plein conflit, en fait, on va dire, autochtone sur les territoires qui veulent se réapproprier les terres après des siècles d'appropriation scientifique, industrielle, capitaliste, et qui vont en s'aggravant. Et tout ça pour dire que la dernière question, c'était en effet que j'ai imaginé un parc de conservation qui se passait au milieu du XXIe siècle, qui est un parc en fait non seulement de réintroduction d'animaux, mais de faire revivre des animaux disparus. Donc de faire revivre des mammouths, de faire revivre des animaux, un peu comme le Jurassic Park, mais là c'était le Pléistocène Park. C'est un parc qui existe d'ailleurs réellement, en fait, qui est en construction dans ce territoire-là. Et c'est inspiré par ce qui se passe aujourd'hui dans les politiques de conservation des animaux et de la faune, qui sont des politiques extrêmement compliquées à appréhender, qui sont des démarches à la fois de protection, de profit, d'appropriation. Donc il y a toute une série d'enjeux qui étaient importants pour moi. Et qui faisait partie de la manière de faire de ce lieu une série de couches assez complexes
dans lequel on ne pouvait pas vraiment déterminer un point de vue dominant et privilégié. Et ces points de vue vacillent constamment. Merci. Caroline, il y a un peu de description au début, avant que cette longue nuit arrive. Alors, ils sont 4 à Solac. Un des militaires se suicide, donc il y a une nouvelle recrue qui arrive, il est élitreillé, et puis le cercueil du suicidé, c'est un échange un troc de mort-vivant. Ce jeune militaire qui va être appelé la recrue ou le gosse rejoint donc Piotr, qui est là depuis plus de 20 ans, et qui est le narrateur d'ailleurs, et Roch, qui est militaire, qui est la virilité débile incarnée. Enfin, on peut. Oui, on peut le dire. Voilà, il est lourd. Je l'ai un petit peu chargé. Ouais. Et puis il y a un jeune scientifique surnommé le Grizzly. Alors Grizzly plus pour le côté gros nounours gentil que. Voilà. Qui est le pendant de l'ours blanc qui existe réellement. Le pater. Et donc ce gosse, cette recrue, est muette. Et ce qui va d'ailleurs exacerber les tensions. Exacerber aussi les tensions, ce manque de communication. Et Piotr et Grizzly se disent que quand même, il faut qu'ils voient le territoire. Donc en fait, avant que la longue nuit arrive, il y a tous ces moments de balade. Et là aussi, où vous éclatez avec la faune et la flore, où il y a de l'émerveillement. Oui, vous avez réussi à mettre de l'émerveillement. C'est peut-être le seul moment, parce que c'est vrai que tout le monde m'a dit que le livre est très très noir. Alors quand même, je ne voudrais pas vous décourager, il y a quand même un moment vraiment de fascination et d'admiration devant cette nature. Parce qu'en fait, il y a un rapport ambivalent à ce lieu aussi. C'est ça qui est intéressant dans un tel lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ça. C'est l'ambivalence. Qu'est-ce qui est proie, qu'est-ce qui est prédateur ? Et donc, parce qu'on peut être soit dans un rapport uniquement de fascination, voilà, cette nature est sublime, nous dépasse, nous sommes peu de choses. Enfin, je ne sais pas, je l'imagine parce que je n'y suis pas allée, mais voilà, on peut supposer quand même qu'on est un petit peu figé de stupeur devant un tel endroit. Et à la fois, il faut y survivre en tant qu'être humain. Et donc, y survivre suppose trouver un équilibre dans ce rapport effectivement proie-prédateur. Et ça m'intéressait beaucoup de questionner le rapport de ces 4 hommes à la chasse, au froid. Enfin voilà, ça allait nécessairement soulever ces questions-là. Et donc, il ne s'agissait pas d'être juste dans j'allais dire une espèce de bien-pensance, de bien sûr, il faut préserver cet environnement, parce qu'il y a tout un sous-texte écologique évidemment dans le texte, mais pas seulement, puisque si nous détruisons la nature, c'est aussi parce qu'au départ, il y a eu cette espèce de rapport à trouver avec cette nature pour se nourrir, pour se vêtir, pour survivre. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, quoi ? Il y a eu une détérioration. Enfin, c'est une autre question. Mais j'ai perdu le fil. Du coup, je ne sais plus quelle était la question au départ. Si, bien sûr, de l'écriture. D'abord, il y a évidemment... Enfin, d'ailleurs, c'est même la question centrale, en fait. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la question du langage. Donc, j'allais presque dire que le lieu est un prétexte, et même que l'intrigue est un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette question de l'angoisse et d'une montée d'une tension qui existe dans ce huis clos. Le huis clos psychologique m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéressait avant toute chose, c'était trouver la langue qui allait pouvoir dire et explorer ces 2 territoires qui me sont inconnus, qui sont... cette banquise, ce lieu arctique, et puis cette masculinité, enfin le corps des hommes vécu de l'intérieur, parce que j'ai choisi 4 personnages masculins. Et alors pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie, des gens étaient très étonnés parce que je suis terriblement féministe dans l'existence. Alors tout le monde m'a dit mais quoi, tu t'as même pas choisi des personnages féminins, ce sont 4 hommes, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de questionner le rapport de ces hommes à leur masculinité, à leur corps, à leur pulsion, je l'ai dit au début, et effectivement cet enfermement, cette claustration paradoxale, une claustration dans un lieu d'une immensité sidérante. Je trouvais, me permettait moi avec le langage de questionner comment dire, comment saisir poétiquement, comment approcher par le langage ces 2 territoires qui me sont inconnus. Comment dire la sensation de froid, d'isolement, de solitude, comment dire l'immensité, la beauté stupéfiante de ces lieux, de ces animaux. Et j'essayais de transcrire ça en images, donc c'était très viscéral. Il y a vraiment une jouissance du langage, il y a vraiment un plaisir de l'écriture, totalement. Et moi, en plus, le livre est un flux de conscience.
Je parlais de théâtralité au départ, c'est un seul narrateur, hein. Donc il n'y a que Piotr, on est obligé de lui faire confiance, c'est lui qui nous raconte l'histoire. On sent qu'on va vers l'horreur, on ne sait pas où frappera la tragédie, mais on sent qu'on y va. Et je voulais une langue qui soit à même, à travers les yeux de ce vieux militaire désabusé, hein, qui est là depuis 20 ans, donc qui digère sa misanthropie, là, il a eu le temps pour ça, et qui a créé un langage singulier. Parce que, imaginez, 20 ans loin du monde des hommes, ça a créé chez lui une espèce de poétique de l'espace. Il n'envisage pas le monde comme nous, en fait. Et il le transcrit dans un langage qui est une espèce d'alchimie, enfin d'alliage entre une crudité, une trivialité, il a un argot militaire, etc., et puis des fulgurances poétiques. Et ça m'intéressait plus que tout d'inventer le langage de ce personnage qui oscille comme ça entre une espèce de grossièreté, de crudité et par moments de beauté, enfin voilà, je sais pas si ça crée de la beauté, c'est pas à moi de dire, mais ce que je veux dire, lui, en tout cas, je l'ai envisagé comme ça. Et moi, après, j'étais habitée par cette langue-là, donc je voyais ce lieu que je ne connais pas à travers cette langue. C'était vraiment ça. Ouais. C'était trouver une langue qui puisse dire ce territoire que je ne connais pas. En vous écoutant, vous l'avez dit, Caroline, le lieu est presque un prétexte. Oui. Chez Jérémy, il va peut-être pas être d'accord, mais c'est les personnages qui sont presque un prétexte pour le lieu. Virginie, vous, j'ai le sentiment qu'au contraire, le lieu et les personnages sont absolument indissociables. Oui, alors moi, c'est plutôt l'intrigue qui est vraiment un prétexte. J'ai un fil rouge, il y a effectivement... Paco a disparu. Voilà, Paco a disparu. Donc ce médecin visite des familles, et puis à un moment donné... Ils sont très peu, donc ils se comptent sur les doigts de la main. Donc on sait qui est là. Ils ne se voient jamais, d'ailleurs. C'est le médecin qui fait le lien entre eux. Et effectivement, il y a une disparition. Voilà. Et on va découvrir plus tard ce qui s'est passé. Donc effectivement, il y a une intrigue, mais qui, pour moi, est vraiment prétexte. C'est vraiment un prétexte à vraiment, le fil, pour moi, c'est vraiment ce médecin, ces paysages et ces portraits. On parlait de photographie parce que le médecin, effectivement, fait de la photographie. Et c'est ces portraits de famille qui étaient pour moi un moteur aussi. Qui sont presque des natures mortes. Enfin, il y a quelque chose de figé. Oui, comme je disais, oui, c'est très figé. Et effectivement, alors, si tu parlais de la langue, c'est marrant parce que moi, je me suis beaucoup interrogée aussi sur la langue. Et alors, parce que je partais dans ces longues descriptions. Et puis après, je me demandais comment faire exister justement ces personnages qui sont des taiseux, en effet, qui parlent très peu. Et donc, il y a des dialogues qui sont pour le coup très... alors, c'est pas cru, mais ils parlent en fait avec un peu le patois de l'endroit et un accent. Et voilà, ce qui fait un peu le grand écart avec la prose. Et c'était vraiment pour moi une manière de les faire surgir. Mais quand je dis surgir, c'était vraiment... J'avais cette image, comme je disais tout à l'heure, d'étendue. Et comment je donne du relief à ces silhouettes? Comment est-ce qu'elles apparaissent dedans? Caroline parlait du corps. Le corps, il est très présent aussi. Oui, finalement, puisqu'il est médecin. Il y a le médecin, puis comme je disais, la plupart ne prennent pas soin d'eux. Ils se soignent pas, ils font tout par eux-mêmes. Alors là aussi, on est dans un endroit très isolé, donc on peut pas aller au magasin pour aller acheter je ne sais quoi pour faire des travaux. Donc ils récupèrent beaucoup, ils font tout par eux-mêmes. Donc effectivement, il y a des corps un peu pas douloureux, mais parce que ça se plaint pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de plaintes. Ils sont abîmés, mais ils sont abîmés, ouais. Ils sont cassés, ouais. Sur la maternité notamment, ouais. Enfin, oui, alors... soit le bébé est mort-né, soit c'est la mère qui meurt en couche quand même. Hein. C'est une violence. Oui, alors après sur les morts et les naissances, il y a aussi cette chose-là, mais que moi, pour le coup, j'ai vécu. J'ai pas vécu mais j'ai grandi dans cet univers-là où il y avait des morts-nés et des naissances et on posait pas de mots dessus. Donc les choses étaient le fait de pas poser des mots dessus, ça rend les choses très poreuses aussi. C'est un peu la mort et la vie, ça passe d'un côté et de l'autre, et c'est pareil, on a l'impression. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ces disparitions aussi dans le texte. C'est drôle parce que vous le situez, enfin il y a un moment où dans les années 60, oui. Mais on a tellement l'impression que le monde les a abandonnés.
que le temps est figé, que ça n'a pas d'importance à part... Alors, bon, de toute façon, c'est pas les années 60 version Moulinex libère la femme, quoi. L'électroménager n'est pas arrivé, l'électricité pas vraiment, enfin, on en est loin. Hein. On en est loin, ouais. Non, effectivement, j'ai situé dans les années 60 parce que je me disais, je veux pas faire croire que ça se passe aujourd'hui parce que c'est pas tellement comme ça aujourd'hui, mais puis il y a tout un rapport à la photographie aussi où là, pour le coup, j'avais envie et besoin de rendre la chose réelle. D'un coup, ça s'ancre. On se dit, bah si, en fait, ça a existé et c'était telle époque. Mais après, effectivement, il n'y a pas vraiment... c'est un temps, en effet, très immobile. Et par rapport... Caroline a choisi que... Non, toujours Virginie, gardez le micro. Caroline l'a dit, elle a choisi de faire parler Piotr. Vous, il y a, on va dire, un narrateur omniscient, c'est-à-dire que c'est pas le médecin qui dit je, c'est il, c'est Raymond Fessy. Ça a été un choix littéraire dès le départ, où il y a eu des essais de narration à la première personne du singulier, ou non, il y avait cette distance aussi. Non, il n'y a pas eu il y a jamais eu de première personne du singulier. Il y a tout de suite eu ce médecin, et en effet, moi j'ai l'impression de passer à travers le médecin, d'être un peu comme dans le médecin, ou alors que lui est une caméra qui passerait dans ces endroits-là et qui regarderait pour nous, ou qui regarderait pour moi. Mais c'est la radiologie des médecins. Un peu. Après, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait que je trouve par moment la bonne distance aussi entre lui et moi, de me dire qu'est-ce qu'il voit lui, à quel moment moi je regarde aussi autre chose ou pas. Enfin, il y avait ces distances-là aussi à trouver, mais ça passe par lui, oui, à travers lui. Jérémy, pour trouver l'écriture, la narration, parce que moi je me suis amusée à renommer les chapitres et ça donne je, Hushkins, je, Hushkin, je, tu, Hushkin, je, tu. Ce qui donne une idée de la narration, vous l'avez compris. Jeanne dit je, tu, c'est quand on est 15 000 ans en arrière, et Hushkin, c'est une espèce de narration qui raconte. Et ça, ce jeu-là de langage, de forme, il est apparu tout de suite, ou ça a été peut-être des choses compliquées à créer, à mettre en forme? C'est apparu tout de suite pour Hushkins et Jeanne. Disons que Jeanne, elle incarne un peu l'invention des souvenirs que je n'ai pas pu avoir de ce terrain anthropologique en Béringie, quoi. Et donc peut-être qu'elle est cette composition hybride entre ce que j'aurais voulu vivre, ce que je ne vivrai jamais, et ce qui m'habite comme questionnement politique, anthropologique, etc. Et donc assez vite le jeu s'était imposé, puisque je me suis dit, bon, bah, de toute façon, elle est le personnage un peu central, un peu qui fait médiateur entre les deux autres personnages. Et elle a ce rôle d'incarner la position de subjectivité et de poser la question de qu'est-ce que c'est que de dire je. Ensuite, le Hushkins, le scientifique, assez vite pour moi, c'était un personnage épique raté, quoi. Enfin, c'était, on va dire, la fin de l'épique, et je le racontais un peu comme un personnage à la troisième personne, de manière assez classique. Et pour ce personnage-là, j'ai fait beaucoup de recherches. Il s'est inspiré par des biographies de chercheurs réels, par toute la connaissance de plantes, de faune, en effet, du territoire. Et il me semblait que c'était juste d'avoir cette espèce de distance qui se veut objective, mais qui est en fait toujours subvertie par notamment les rêves de Hushkins et cette question de l'intériorité qui vient toujours percer la dureté du terrain. Et en fait, Célésée, qui est la femme d'il y a moins 15 000 ans, ou la personne d'il y a moins 15 000 ans, je me suis posé la question. Je me suis dit, comment est-ce que je peux la rendre concrète autrement qu'en m'adressant à elle, ou en posant la question de l'adresse, justement. À qui s'adresse-t-on quand on est cette subjectivité? Et vu que cette subjectivité, pour moi, elle est constamment, elle est d'abord relation avec le monde avant d'être individu, ça ne pouvait s'exprimer qu'au tu, puisqu'il y a d'abord la question de la relation. Et ça faisait aussi un peu écho puisque tu présuppose une coprésence. Et ici, la Béringie, ici, présuppose une présence ici. Enfin, ici veut dire différentes choses selon où on se trouve. Et donc, il y avait cette question du tu et du ici, qui est un terme qui incarne ou qui nécessite une forme d'incarnation et qui peut être multiple, quoi. Et donc j'avais envie de jouer sur cette question de comment on peut être
comment peut-on être un et multiple, et donc il y avait besoin de ce jus, de ce jeu, de ce tu, de ce il, et donc de ce jus narratif, on va dire. Voilà, il y a une idée de résistance, ici la Béringie, comme ici Ouais. Londres. En fait, oui, c'est aussi ça, parce que là, il y a vraiment des questions de réappropriation des terres et de réappropriation narrative. J'ai toujours été fasciné par la manière dont on peut rendre aux terres et au monde et aux vivants et aux paysages des histoires, comment on peut se les raconter autrement que par de la terminologie scientifique, classifiante et à distance. Et il me semble qu'un des gros enjeux, en tout cas pour moi, c'est de remettre du narratif dans ce qu'on appelle la nature ou dans ce qu'on appelle les choses. Et donc, c'était un peu cette question-là qui était aussi de la position d'énonciation. Merci. Caroline, le paysage, il influe aussi sur la langue. Piotr, quand il parle de la nouvelle recrue, il parle d'un regard d'iceberg déchiqueté. Il parle de ses yeux comme 2 brochettes de glaçons. Et plus tard, il dit que chacun est enfermé dans son petit igloo intérieur. J'en ai pris que 3, mais ça, c'est le territoire qui a fini par prendre le pouvoir sur la plume, ou c'est l'écrivain qui a gardé un pouvoir total et qui s'est dit je vais jouer avec ce vocabulaire qui correspond à cet espace-là. Non, il y a les deux, je crois. Alors, on est quand même maître à bord au départ. Donc, bien sûr, toutes les images qui sont liées au paysage et cette porosité entre la description des personnages et le lieu, elle est quand même volontaire, on va dire. Et il y a un petit côté, quand on dit ça, c'est très Balzac, quoi, très balzacien, la pension Vauquer, pour ceux qui ont des souvenirs scolaires. La description du lieu dit le personnage. Donc, j'ose espérer que c'est pas tout à fait quand même complètement ça, mais c'est vrai qu'il a des images pour décrire les autres qui sont liées parce qu'il est lui-même pétri par le lieu. Ça, c'est vrai. Et puis, ça m'a fait penser à autre chose. En fait, je rebondis juste sur la question de la révolte, ici, la Béringie. Et moi, je voulais aussi un lieu où la révolte que je ressentais à l'égard de ce qu'on fait au monde puisse s'exprimer. Et c'est vrai que si j'ai choisi ce lieu aussi, c'est parce que je trouvais qu'il était très symbolique de l'absurdité, enfin actuellement, tu l'as dit, de la crise écologique, etc. Et il faut savoir que les 2 militaires qui sont là au tout départ, avant que le 3e soit élitreuillé, leur rôle, qui est complètement absurde, est de garder un drapeau. Alors, leur nationalité n'est pas dite. Bon, ils s'appellent Piotr, Rock et Grizzly. Ils ont des surnoms. On peut supposer, en tout cas, qu'ils sont de culture slave. Et c'est vrai qu'il y avait l'idée, je trouve, incroyable dans l'expansionnisme que l'on connaît, n'est-ce pas, qui a une triste résonance aujourd'hui, dans l'idée de s'approprier des territoires, de tels territoires, en fait. Et que les humains ont quadrillé, ont créé des frontières sur l'Arctique et l'Antarctique. Alors, on sait pourquoi, hein, parce que il y a des sous-sols, il y a de l'exploitation gazière, etc. Et je trouvais intéressant de mettre des personnages comme ça qui ont une mission en soi absurde. Il faut leur présence pour attester que ce lieu appartient à un pays. Et on ne connaîtra jamais la couleur du drapeau. Ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Et je trouvais que... il y avait aussi quelque chose de beckettien pour moi dans l'idée de ils attendent rien. Voilà, c'était le en attendant Godot qui viendra jamais, on le sait. Et donc, enfin, je divulgage, mais je crois que voilà. Et donc ils attendent rien en fait. Ils gardent un drapeau. Et je trouve qu'il y a dans ce symbole-là toute l'absurdité de l'idée vraiment humaine de posséder le territoire. Ça, c'est une question qui m'interroge vraiment, quoi. Ils se sentent possesseurs alors qu'en fait, évidemment, ils ne sont rien sur un tel territoire. Enfin, ils sont très, très peu de choses. Donc, voilà. La question de la possession ou de la dépossession du territoire, on la retrouve un peu dans Ici la Béringie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans les personnages secondaires, et qui sont très importants, c'est des autochtones, d'un côté, de l'autre, que ce soit à l'époque de Hushkin, soit à l'époque de Jeanne. Et eux, ils sont plutôt dépossédés. Jérémy. Oui, oui. Donc, en fait, moi aussi, en partie en tant que, on va dire, chercheur, puis ayant une habitude du rapport scientifique au monde et de la recherche scientifique, tout ça, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais j'avais vraiment le souci de remarquer
la technicité, tous les rouages, tous les protocoles que ça implique en termes d'aller faire une recherche sur un terrain, d'aller explorer un endroit, de se dire que, en fait, vu qu'on est scientifique, on a le droit d'aller par-ci, par-là, et puis on a le droit de se dire que, en fait, ce territoire-là, en fait, pour le préserver, il faut évacuer les populations autochtones parce qu'en fait, c'est assez gênant, ça ne permet pas de protéger bien. Donc, en fait, partez parce que la conservation dit que les animaux doivent être tout seuls sans les humains. Et donc, en fait, je suis un peu questionné par ça. Et le personnage secondaire, en tout cas, ou les personnages secondaires dans le récit, sont un peu toujours là pour briser les pattes des personnages principaux à plusieurs moments et à porter toujours ce souffle de révolte. Et quand tu disais que les personnages étaient des prétextes, ils sont plutôt comme des passeurs, en fait, des passages. En fait, ils sont des passages. C'est pas vraiment des entités avec une intentionnalité agissante des héros. C'est pas des héros. C'est des passages pour un message, un amour, je ne sais pas quoi, pour une parole, pour une adresse, qui traverse des corps, qui traverse des temps. Et les personnages secondaires sont là pour refaire vibrer cette peau comme une peau de tambour, comme si les personnages principaux étaient des tambours, que les personnages secondaires étaient les joueurs, et qui venaient retaper le tambour pour dire, en fait, ce qui est important, c'est le rythme qui est en train de se jouer, pas toi, pas le tambour. Et donc, c'est un peu ça. Le tambour étant très important dans les passages. Caroline parlait de tragédie tout à l'heure. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de tragique dans vos 3 livres. Caroline l'a dit, et puis finalement, c'est ce gosse qui est le déclencheur de la tragédie. Déclencheur et acteur, d'ailleurs. Jérémie, la tragédie, elle est dans ce que l'homme fait à la nature. On peut résumer un peu vite. Et Virginie, chez vous, alors, oui, il y a la disparition de Paco, il y a des soupçons d'inceste, il y a des bébés morts-nés, il y a des femmes mortes en accouchant, mais tout ça semble assez logique pour l'époque, et finalement, c'est presque la tragédie du quotidien, j'appellerais ça comme ça. Vous aviez cette notion un peu d'un quotidien un peu tragique, justement, la dramaturge que vous êtes. Non, oui, effectivement, il y a de la tragédie dans l'intrigue, oui. Mais comme je disais, c'est un peu un prétexte. Oui, sur le quotidien. Alors, c'est marrant parce que là, vous en parlez aussi, mais la tragédie, en fait, moi, c'est marrant parce que j'avais aussi le moteur de me dire, quand je vais dans ces endroits-là, et puis je vois, donc moi, j'ai une famille là-bas, j'ai j'ai connu évidemment, j'ai encore mes grands-mères et j'ai connu mes arrière-grands-parents aussi très bien. Et j'ai toujours la sensation, quand j'entends mes grands-mères, je me dis, elles vont mourir en fait, et puis tout ça va disparaître. Comme les disparitions des langues, les langues en voie de disparition. Je me souviens je ne sais plus qui a fait ce documentaire, je crois que c'est Depardon, qui a fait un documentaire il y a une dizaine d'années sur la disparition de certaines langues dans le monde. Et en écrivant ça, des fois, je pensais à ça. Je me disais, mais en fait, ce quotidien-là, ces petites choses, alors qui sont microscopiques, hein, mais cette façon de vivre dans cet endroit-là, et je dis ça, je ne suis pas du tout conservatrice, pas du tout, mais c'est vraiment comme je ne sais pas, je pense que j'ai une espèce d'affect, je pense à mes grands-mères, je me dis, parce qu'elles n'expriment pas non plus, ça ne se transmet pas, ou alors de manière très inconsciente. Donc comme il y a cette espèce de barrage, je me dis, j'avais une impression, d'où la photographie aussi, je pense. Je me disais, il faut que je saisisse, en fait. Une histoire de traces. Ouais, il y a de la trace. Je me disais, il faut que je saisisse avant que ça disparaisse. Et puis même, comme tu disais aussi, ces petites choses du quotidien. Par exemple, moi j'ai toujours vu ça quand j'étais gamine autour de chez moi. Comme je disais, ils bricolent beaucoup. Et des choses, par exemple, le médecin refait la barque. Il circule en barque, puis il y a une des barques à un moment donné qui est cassée, puis il refait la barque avec un morceau de tôle, qu'il aplatit, puis voilà, puis avec il explique en fait avec quelle matière il la colle, etc. Puis moi j'ai vu faire ça. Alors après, ça pour le coup, je me suis renseignée parce que j'avais oublié. Donc j'ai dû appeler mon père pour dire comment tu fais pour faire ça. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui sont microscopiques. Mais je me disais, c'est des choses qui sont pas écrites, je pense nulle part, et puis qui se transmettent pas, puis qui vont disparaître. Voilà. Donc je pense qu'il y avait ça aussi derrière un petit peu.
Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est très bien ce que tu dis, donc que tu répondes ou pas à la question. Tu sais, les questions ne sont que des Sur la facilitateurs de tragédie, parole. oui, tu seras- La question de la trace, c'est une question qu'on va laisser, c'est une question qu'on se pose quand on est écrivain, justement. Ah ouais, on rentre dans le dur, là. Alors, c'est un festival de premiers romans, je crois. Donc, la trace, il est un petit peu tôt quand même. Non, mais Après- la trace qu'un texte peut laisser à un lecteur. tout Alors oui, alors ça c'est assez surprenant. Moi pour le coup j'ai une expérience très étonnante effectivement de la réception du livre, comme je disais, qui m'a complètement dépassée. Il y a l'intention et puis il y a tout l'inconscient du texte qui est drainé derrière et qu'on n'avait pas du tout soupçonné. Donc c'est assez extraordinaire de voir les strates interprétatives, hein, les gens, ce qu'ils peuvent y lire. Moi le livre il a une particularité, c'est qu'il peut être soit lu comme une espèce de thriller, donc que j'ignorais avoir écrit, hein, avec cette montée d'angoisse vers des révélations. Et puis, il peut autrement être lu, moi, comme je l'ai construit plutôt, hein, comme une tragédie, et une tragédie aussi du langage. Enfin, quelque chose qui va questionner très loin notre rapport au langage. Enfin, je voulais questionner deux choses, le rapport au langage et à l'animalité aussi. Et donc, il y avait ces choses-là. Et ce que je trouve formidable, c'est je n'arrête pas de rencontrer des gens qui ont vu des choses différentes et qui ont lu des choses différentes. Alors, j'ai beau le savoir, c'est mon métier d'enseigner la littérature, donc je le sais qu'il y a des réceptions multiples et singulières en fonction justement de la subjectivité de chacun, ce qui fait pour moi l'absolue beauté de la littérature d'ailleurs, comment ça vient s'ancrer chez chacun, la place que ça vient trouver, mais d'avoir réussi à faire ça, moi-même j'avoue que je ne sais pas. La dure réalité, dès qu'un texte est publié, alors, il ne vous appartient plus. Il vous échappe. Et alors après, il y a quelque chose à titre personnel de formidable, c'est de pouvoir voir dans le texte soi-même ce qu'on ne savait pas, qu'on y avait mis, notamment en termes de lecture. Et en fait, plusieurs personnes m'ont fait des références à des choses, et je me dis, mais c'est absolument formidable. Enfin, écrire, c'est lire d'abord. On est quand même dans un festival de la lecture, et écrire, c'est d'abord lire. Et quand on est lecteur, lectrice compulsive comme moi, et comme je pense comme vous, il y a toutes ces strates de lecture qui se sont sédimentées et qui remontent à la surface dans l'écriture sans même qu'on s'en aperçoive. Et plusieurs personnes m'ont dit, mais évidemment, dans ton texte, il y a Le désert des Tartares de Buzzati ou Le rivage des Cires de Grac, qui sont des livres dans mon panthéon absolu. Jamais je ne les ai convoqués sciemment, volontairement. Je ne me suis pas assise à ma table en me disant allez, Buzzati, comment je vais... Pas du tout. Enfin, je veux dire, et sauf que c'est formidable de voir comment ça a macéré, comment on digère tout ça et comment finalement écrire, c'est juste employer les mots d'autres, de tout ce qui nous a nourris et aussi qui a nourri l'imaginaire. Parce que pour finir sur le lieu quand même, le fait de ne pas y avoir été, c'était finalement une immense liberté. C'était extraordinaire et je me rends compte que c'était une chance folle parce que quelque part, je pouvais dire ce que je voulais. Moi, j'imagine ce que c'est d'être là-bas. Je voulais juste pas dire de bêtises. Ça a été mon souci. J'avais pas du tout envie de faire quelque chose de documentaire ou de technique. Donc vous ne trouverez rien d'incroyable, je dirais sur la flore, comment on a dit, la flore ou la flore et la faune. Je me suis renseignée à minima. J'avais très très peur d'être au contraire parasitée par la documentation. Ça c'était une angoisse. Je voulais surtout Caroline, pas faire vous de allez documentaire. parasité par moi parce qu'il le reste temps. 2 minutes. Voilà. Et il faut qu'on finisse. Et puis, normalement, question du public. Donc, mais c'est rigolo quand on écoute Caroline. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec votre texte, Jérémy. Strate, sédiment, trace. Waouh. Oui. En effet, après je ne vais pas partir trop loin, mais moi j'ai la chance de ne pas avoir pensé faire un roman au départ, quoi. Enfin, c'était vraiment, j'avais pas du tout l'intention ou la prétention de faire un roman ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment parti sur, voilà, je suis passionné par des questions anthropologiques, je suis passionné par des formes vivantes, je suis passionné par on va dire des images mentales que j'ai, et je vais juste écrire, voir ce qui se passe. Et donc petit à petit c'est devenu un roman et c'est super. Et je l'ai pensé, c'est vrai, j'ai une écriture un peu géologique, quoi, on va dire, qui fonctionne par traces. Et je me dis que du coup, on peut, selon si on est plutôt plongeur profond ou plongeur moins profond, on peut trouver de façon des habitants à chacun des niveaux. Donc, des habitants, voilà, de fiction, des petites bulles de fiction. Donc, ouais, moi, je pense plutôt pas comme strate, mais comme petite bulle. L'idée de faire un roman, une petite bulle de fiction, Virginie, ça vous inspire quoi? Vous avez une demi-minute. 2 secondes.
Non, mais alors moi c'est marrant, je n'assumais pas du tout au départ. J'écris du théâtre, comme je viens de là, je me disais, j'assumais pas, je me disais non, c'est pas pour moi le roman. Et puis bon, j'ai vu au bout d'un moment que c'était, voilà, je suis partie, comme je disais dans des descriptions, je me suis dit, bah non, c'est, voilà, non. Et juste pour revenir tout à l'heure sur la trace, je disais ça vraiment pour le coup en toute modestie. J'ai pas l'impression de faire, Je me suis servi du mot pour embrayer, mais je ne suis pas toujours pertinente quand j'invente des questions au fur et à mesure. Non, je pense qu'on a bien compris. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, histoire de faire encore un petit peu bosser Sabine, qui va être épuisée. C'est épuisant ce que Sabine fait. C'est beau. Enfin, j'ai failli passer l'heure retournée. Pas de questions? Eh bien, allez lire Solac de Caroline Hinault. Ici, la Béringie de Jérémy Brugidou et Ce démarrait de... Oui, Jérémy, c'est ça. Ce démarrait de Virginie Barotto. Et bravo à eux trois. Et un grand bravo à Sabine aussi.